Les humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Dans l'Antiquité, Nabuchodonosor, grand roi de Babylone, avait la certitude qu'il pouvait se transformer en bœuf. Lycaon, en Grèce antique, a été transformé, lui et ses fils, en loup par Zeus. C'était une punition. Il y avait un grand peuple aussi qui s'appelait les Hyrcanoïs, qui vivaient en Perse et qu'on disait capable de se transformer en monstres, en créatures horribles quand ils attaquaient des villages. En France, il y a eu 30 000 procès de loups-garous durant l'Inquisition. Alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les loups-garous ont traversé? Et est-ce qu'on a, chez nous, aussi, au Québec, des loups-garous? La réponse, c'est... Rapide-Blanc, c'est un village de compagnie, un village de Shawinigan Water and Power. Le seul accès, c'était le chemin de fer. Puis, le village de Rapide-Blanc était situé à 10 000 du chemin de fer. En arrière de nos maisons, c'était la forêt. Le soir, c'était fréquent qu'on entendait hurler des vrais loups. Je suis arrivé à Rapide-Blanc en 1933, à 3 ans. Puis, grand-père venait nous visiter. Puis là, il nous contait des histoires. Puis les histoires, évidemment, qui nous impressionnaient le plus, c'était ces histoires de loups-garous. Il nous disait que là, il devenait grimaçant, le visage plein de poils, puis le corps plein de poils, puis il marchait plus souvent qu'autrement à 4 pattes. Mais quand il se redressait là, sur leurs 2 pattes, là, c'était monstrueux. Bon, il y avait un rituel au Québec, c'est qu'il fallait communier, recevoir l'Eucharistie une fois par année. Alors, c'était à Pâques. Et ceux qui ne communiaient pas à Pâques, les gros méchants, là, eux autres, eh bien, il y avait jusqu'au dimanche suivant, c'était le dimanche de Quasimodo. Et là, je me souviens, quand j'étais jeune, le soir du dimanche de Quasimodo, le glas sonnait pour signaler la mort spirituelle des gens qui n'avaient pas fait leur Pâques. Et ces gens-là, s'ils récidivaient pendant 7 ans, là, on pouvait se transformer. Et là, le gars voyait se couvrir. Il y avait un système pileux qui je voyais apparaître tout à coup dans le miroir, puis qu'est-ce qui se passait? Il devenait loup. Là, il se sauvait. C'était des loups-garous. Le vieux prenait le gros tisanier et puis il sortait avec ça pour se battre avec le loup-garou. Il rentrait, son patois, c'était « ça, chien ». Il rentrait et il disait à la grand-mère « ça, chien qui était dur ». Et il dit « j'en suis venu à bout, je l'ai délivré ». Qu'on se le dise, les loups-garous sont partout au Québec, mais on les retrouve plus particulièrement dans la région de Québec, en Beauce et dans le Bas-Saint-Laurent. Une seule histoire que j'ai retrouvée situait un loup-garou à Pointe-aux-Trembles, juste en face de l'église. Les loups-garous ont beaucoup voyagé à travers le Québec et constituent une des pierres angulaires de notre tradition orale. Mon grand-père, c'était un géant. Je le voyais comme un géant, là. Et surtout, mon grand-père, il avait un nom qui le caractérisait en plus. Il s'appelait Philorum. Puis, il en savait-tu des choses, lui? Il en avait rencontré des loups-garous.
Puis supposément, il y en avait dans le village. C'était épeurant. Puis il était méchant, les loups-garous. Ah, ils pouvaient nous manger, ils pouvaient nous dévorer. C'est la peur, la gueule qui dévore. Hein? La gueule qui dévore, c'est le requin, c'est le dinosaure, mais plus proche de nous, c'est le loup. Le loup-garou, s'il les fait si peur, c'est parce que physiquement, il est répugnant. Il fait peur par cette abondance de poils, donc il nous renvoie à une animalité qui va nous dévorer. Il a ses 42 dents énormes. Être mordu, c'est, au fond, la grande blessure. Là, et la morsure, c'est l'invasion de... La seule chose qui m'appartient, c'est mon corps. Au fond, qu'est-ce que c'est? Être mangé, c'est mourir. Hein? C'est être avalé. Vous voyez ça, là, on disparaît, on se défait. Alors, c'est la peur de la mort, au fond. Hein? C'est toujours ça, c'est la grande angoisse. Les loups-garous pouvaient venir nous chercher, mais ils sortaient surtout le soir. Hein? Au fond, ce loup-garou dont on parle, ces monstres que vous avez explorés un peu partout dans différentes cultures, c'est l'étranger. Hein? C'est l'étranger en nous. En nous. Ce n'était plus un humain. Ce n'était pas l'homme qu'on avait vu dans le jour. C'était une bête poilue, féroce, grimaçante, puis qui pouvait nous sauter dessus n'importe quand. Un soir, il s'en allait tranquillement, le pauvre homme, dans une nuit bien noire. Le long de sa route, il aperçut une bête, une terrible grosse bête qui se présente devant lui. La bête s'est levée debout devant lui. Personne n'y face à face. Mais lui n'a pas le fait peurer. Il l'a frappé aussi fort comme il a pu, par 2 ou 3 fois coup de poing, jusqu'à temps qu'il l'a bossé là-bas, puis il a mis le bout à s'enclairer, mais avec bien de la misère. C'est ce qu'on a toujours dit que c'était un loup-garou. Il y a plusieurs moyens d'exercer un contrôle sur une population. On peut mettre des barricades, des clôtures, poster des gardes armés. Mais la meilleure façon de maîtriser quelqu'un, c'est de lui planter une frontière directement dans son imagination. Il y avait une barrière psychologique, là, c'est officiel, là. On ne rentrait pas dans le bois sans être accompagné parce que, justement, les loups et les loups-garous auraient pu très bien se trouver dans le tournant, là. Vous savez, tous les systèmes là, du monde fonctionnent quasiment sur la peur. Hein? Enfin, c'est le terreau de la religion. Pour être en société, pour tenir une société, il faut se trouver des ennemis. Donc, pour l'Église, ça va être tout ce qui est diable, tout ce qui est démon. Puis là, on va identifier les sorciers, les sorcières, les loups-garous, les vampires. Dans d'autres cas, même cette figure-là du loup-garou va se transformer, comme ici au Forges Saint-Maurice, ça va même être jusque le diable qui va être lui-même en présence ici, qui va régir un peu la vie religieuse des gens, parce qu'ici, il n'y avait pas de curé. Alors, ça prenait une force extérieure qui venait s'assurer que les gens respectaient justement ces principes-là. Une façon, des fois, d'avoir ce qu'on veut, c'est d'apeurer l'autre. Je pense que ça, tout le monde l'avait bien compris. C'est pour ça qu'entre autres, l'Église s'est servie des légendes ou a laissé des fois courir, justement, ce folklore oral-là. Mais le loup-garou québécois, pour commencer, c'est une victime. Parce que c'est son comportement. Il ne voulait pas ça, lui. Il n'est pas méchant. Il devient... Il est pris... Alors ça, c'est extraordinaire. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. Il est une victime de qui? De Dieu. C'est Dieu qui envoie ce mauvais sort-là parce qu'il n'a pas communié. Mais une façon qu'on pouvait s'en sortir si on était aux prises avec un loup-garou, c'était vraiment de le blesser. Souvent, on dit au front parce que c'est l'endroit où le bon chrétien est supposé d'avoir reçu sa petite croix lors du baptême. Donc, si on le blessait au front, on avait des chances de libérer là, cet homme-là. Moi, mon grand-père, il disait pour les délivrer, il fallait qu'il lui donne un coup assez fort pour que ça saigne. Parce que le loup-garou voulait se faire délivrer. Et puis, il donnait un coup de pied sur le nez. Et puis, le nez a parti à saigner. Et puis, tout en saignant, là, c'était un homme.
qui lui apparut. J'ai un arrière-grand-père, M. Alfred Desjardins, que tout le monde appelait Tifred, dans la région des Laurentides, près du Mont-Tremblant, secteur Lac-Carré. Tifred, il revenait par une nuit avoir été festoyé chez des amis dans le Rancette. Il remontait la côte. Il fait noir, il doit être à 11 h le soir, pas loin de minuit. C'est l'hiver. Puis il voit des traces dans la neige qui s'en va vers le petit train du Nord. Il se questionne pas, puis il continue. Puis à un moment donné, il s'en suit en arrière. Il dit que c'est ça. Il se retourne, puis il est retombé face à face avec les loups-garous. C'est ça, la peur. On dit la bête, la sexualité, le viol, toutes ces images-là, eh bien, c'est ça, c'est la bête. De tous les temps, dans toutes les époques et dans toutes les cultures, les hommes, par leurs contes et les légendes, se racontaient des histoires où ils pouvaient se transformer en bêtes. Les Navajos pouvaient se transformer en coyotes. Les sorcières en France, durant l'Inquisition, apparemment se transformaient en chats noirs. Même le vaudou en Haïti transforme l'homme en bête. Aujourd'hui, dans le Wisconsin, on recherche encore activement The Beast of Bray Road. La bête est partout, partout, sûrement parce qu'elle vit d'abord et avant tout en nous. Au fond, en toute tête, il y a cette peur de devenir un autre. C'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est le double. C'est le double, c'est la partie ombrée de nous-mêmes. Moi, j'ai l'impression qu'on a tous un petit monstre en nous, oui. Je pense que c'est de savoir si on laisse ou non s'exprimer. Le loup-garou, ça veut dire que si on ne fait pas attention, on redevient un état de nature, on redevient un animal vorace et dangereux. Il faut bien reconnaître que nous, les humains, là, on est une partie de l'animal, des animaux. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous sommes les descendants des pires. Parce que ceux qui étaient gentils, ceux qui laissaient passer les autres, ils ont été étouffés, ils sont morts. Alors nous, on est des survivants, nous sommes des tueurs. Ce qui est certain, c'est qu'on a tous cet instinct de protection. Moi, je le vois vraiment comme un instinct de protection, où devant une situation où j'ai l'impression que je suis en situation où je me sens menacé, il y a deux options, soit de fuir, vraiment, le corps se prépare à fuir, ou l'autre option, c'est d'agresser. Vous savez, quand on dit la bête, là, le loup-garou, tout ça, on dit ça, c'est pas beau, c'est pas beau. Non, c'est cette partie de nous-mêmes qui nous permet de survivre. Bon, bien, si la bête est l'homme et que l'homme est la bête, ça veut dire que le loup-garou est partout et qu'il rôde autour de nous, toujours, constamment, qu'il est présent partout dans nos villes, dans nos campagnes. C'est inquiétant. Mais j'ai l'impression que dans le monde des villes, c'est le maniaque, c'est le malade. Le maniaque, au fond, c'est une personne qui est dénouée d'empathie, qui n'a aucune capacité de se mettre dans la peau de l'autre, et arrive à finalement se créer un sentiment de toute puissance en agissant de façon sadique. La différence est mince parfois entre l'homme et la bête, et il suffit simplement d'un onguent pour faire la transformation. Dans le procès de Jacques Rollet, qui a eu lieu le 8 août 1598, le juge lui demande « Lorsque vous enduisez votre corps de cet onguent, devenez-vous alors un loup? » Rollet répond « Non, mais à cause de cela, j'ai tué et dévoré l'enfant cormier. J'étais un loup. » Le juge continue « Votre tête était-elle devenue celle d'un loup? Était-elle devenue plus volumineuse? » Et lui répond « Je ne sais pas de quoi avait l'air ma tête à ce moment. Je me servais de mes dents. Ma tête était comme elle est aujourd'hui. J'ai tué et mangé beaucoup d'autres petits-enfants. » Et si ce n'était pas l'onguent, mais la rage et la colère qui transforment l'homme? On a déjà vu des gens enragés. Je pense que c'est vraiment, il y a une sorte de... Le non-verbal est extrêmement fort. Il y a un processus physiologique extraordinaire où je me prépare à l'attaque. Le rythme cardiaque augmente, les muscles sont gorgés de sang. Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui disaient être dans un état presque euphorique, comme s'ils avaient consommé de la cocaïne, qui étaient vraiment dans
sorte de sentiment d'euphorie, de toute puissance extraordinaire. Le pire, c'est que le loup-garou il est en nous aussi. Et qu'à un moment donné, dans les périodes de rage, la rage au volant, ces choses-là, il est là. Alors, définissons quelques termes. Le garou, c'est l'homme qui se transforme en loup. La métempsychose, c'est l'âme qui sort du corps et se transforme en bête et va réintégrer le corps à la fin de la nuit. La lycanthropie, c'est la maladie mentale où l'homme se croit être devenu un loup. Mais il existe aussi la porphyrie. La porphyrie, c'est une maladie qui est caractérisée par une augmentation des porphyrines, substances chimiques, dans le sang, qui peut donner beaucoup de problèmes, entre autres une photosensibilité cutanée. Il développe aussi ce qu'on appelle de l'hypertrichose, une augmentation des poils, particulièrement au niveau du visage, au niveau du thorax, au niveau des mains aussi. En plus, c'est que ces gens-là, en allant au soleil, ils font des mauvaises cicatrisations et même ce qu'on appelle des rides extrêmement profonds qui peuvent déformer complètement la peau, particulièrement du visage. Et ça peut donner aussi des gens qui peuvent devenir extrêmement agressifs. Ces gens-là sont devenus des monstres, et aux yeux de l'Église, par exemple, c'est devenu des sorciers ou je ne sais pas trop quoi. Alors, ils ont été lancés des exorcisés. Curieusement, les transformations en loup au Québec sont plutôt rares. On se vire en grand chien noir, en cheval beaucoup, en cochon aussi. Les garous sont toujours des hommes, sauf dans 2 récits de tradition orale que j'ai retrouvés, où c'était des femmes, mais qui se métamorphosaient en outardes. Loup-garou ne vient pas nécessairement du loup comme tel. C'est comme le loup-cervier, c'est pas proche du loup comme tel, c'est un chat sauvage. Généralement, on va voir beaucoup la figure du chien. Donc là, on va prendre les traits vraiment d'un animal canin, avec vraiment le poil, les yeux sortis, puis un chien vraiment enragé. Mais d'autres fois, dans d'autres légendes, ça pourrait être un ours, ça pourrait être un cochon. Donc ça peut changer selon les lieux, selon les variantes aussi des histoires. Ma mère, qui vient du Nouveau-Brunswick, nous contait des légendes de ce temps-là, de l'Acadie, de Tracadie, puis dans ce coin-là, qu'il y a une de nos tantes, elle était à Pracoud d'un coup, avec le châssis ouvert, puis il est arrivé un chien ou un loup qui a mis les pattes sur le bord du châssis, puis elle avait des ciseaux, elle a cogné ses pattes. Le lendemain, c'était un vieux monsieur, pas loin de là, qui avait mal. Il s'avait fait couper les doigts. Là, elle disait que c'était un loup-garou, ça. Les bonnes apparitions de loups-garous nécessitent une ambiance propice à leur sortie. Ça prend des ténèbres, la neige un peu, la lune. Quoique au Québec, c'est pas toujours nécessaire d'avoir la lune, mais l'important, c'est qu'il y ait un peu de mystère dans l'air. Paul-Émile, c'était un ratoureur, il avait les mains longues et les doigts crochus. Il rajoutait de l'eau dans le lait de ses vaches quand il n'en donnait pas assez, mettait de la cassonade dans le sirop d'érable, il trichait sur toute la ligne. Et un bon soir à la Brunante, il arrive un quêteux de grand chemin, comme on disait. Et il frappe à la porte, Paul-Émile va y ouvrir, il dit « Monsieur, j'ai 5 enfants sur les bras, vous allez bien me donner quelque chose? » Paul-Émile pogne 2-3 bouts de ferraille, met ça dans un sac, il dit « Tiens, le quêteux, ça c'est de l'argent, pars avec ça. » Le quêteux, il part, content, il regarde ça. En beau maudit, il retourne puis il va voir Paul-Émile. Il dit « Là, vous avez été méchant, monsieur. Vous avez été méchant envers moi. Moi, je suis un quêteux, je fais pitié. Il dit « Vous m'avez carrément roulé. » Bien, il dit « Je vous jette un sort. » Paul-Émile se couche, le lendemain, il se réveille, il va voir dans le miroir. Il dit « Mon Dieu, j'ai les sourcils donc bien épais. » L'autre lendemain,
Il dit à sa femme, c'est drôle, j'ai comme de la corne dans les mains. Coudon qui dit « J'ai aussi du poil en dessous des pieds ». Fait que sa femme, il répond Ben, elle dit, c'est le quiéteux. T'as ri de lui, t'as acheté un sort. Je crois pas à ça, des sorts, voyons donc. Mais là, plus ça allait. Un matin d'après, le nez plat. Les oreilles qui lui poussent en pointu. Il dit, là, ça marche pas. Paul-Émile, viré en cochon, s'en va dans le bois pour se cacher, passe 3 jours, 3 nuits, il est affamé, il gèle, il sait pas quoi faire, il voit quelqu'un sur le bord de la route, il l'attaque, il saute dessus, il veut se faire remarquer, il communiquer quelque chose. Le gars qui est là sait pas quoi faire, prend son couteau, il coupe une oreille. Il y a du sang qui coule. Puis tout à coup, le cochon se transforme en homme, puis c'est Paul-Émile. Il est délivré du loup-garou. Mais toute sa descendance a une oreille plus courte que l'autre. Ce qui fait dire aux gens, ça doit être des Paul-Émile, ces petits gars-là. Des petits voleurs, des petits tricheurs. Parfois, je me demande si le surnaturel n'est pas plus intéressant que le quotidien dans lequel on vit tous les jours. Tu sais, l'homme, pour se réaliser, a besoin d'affronter des dangers. Et là, la légende vient dire, ben, c'est bien simple, c'est un loup-garou, des feux follets, c'est ci, c'est ça, c'est les morts qui reviennent, c'est tout cet imaginaire qui, au fond, qui vient de donner un sens à notre vie. Là. Mon arrière-grand-père, lui, il a juste eu peur. C'est pas le loup-garou qui a monté ses grands griffes, qui a gueulé, qui a fait un cri du désespoir. Il a juste eu peur. Mon arrière-grand-père, comme il croyait au loup-garou, il croit, jusqu'à sa mort, il y a cru. Mon grand-père a su alimenter ces histoires, nous raconter ces histoires-là et alimenter dans nos esprits la possibilité, dans le temps c'était une réalité, que les loups-garous existaient. Dans le Cid de Corneille, l'auteur écrit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Notre meilleur ennemi, je pense, est toujours à l'intérieur de nous. Et tout ce qui attend, c'est le bon moment, les bonnes conditions pour se réveiller. Alors, restons vigilants. Derrière toutes ces bêtes fantastiques, ces personnages qui hantent notre imaginaire, il y a un besoin d'y croire. Et puis, quand ça s'efface, disons les formes traditionnelles s'effacent, eh bien, on va replonger dans le milieu urbain, entre autres, les légendes urbaines. Bien, c'est plein de ça.